Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily, and shaky under the moonlight we should live. Happily, merrily, and shaky under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour. C'est comment les boss et les bossesses. Ici, Yamou, alias Champi, votre présentatrice. Je suis très excitée de vous retrouver pour l'épisode 4 de Comment faire, votre émission qui a pris sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Sachez qu'aujourd'hui, le thème fera couler beaucoup de salive. Alors, mettez bien du son dans vos appareils d'écoute. Le titre de cet opus est « Comment faire pour différencier la tradition africaine, notamment Bamileke, de la sorcellerie, par exemple le maraboutage ». Et à mes côtés aujourd'hui, j'ai la sublime Fiona, la ravissante Naomi. Et notre invité du jour se prénomme Zenou Mtezen. Il est basé au Cameroun. C'est un chercheur en computer science et entrepreneur en management des entreprises. Et en plus de cela, il pratique et fait de la communication ancestrale depuis 2017. Bienvenue à toi sur ce plateau, Zenou. Comment est-ce que tu te sens? Merci, je me sens très bien et je suis très content de partager ce plateau avec vous. Ok, le sentiment est partagé. Voilà, les filles, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, là, est-ce que vous pouvez faire un coucou aux boss et aux bossesses, s'il vous plaît? Coucou. J'espère que vous allez bien. Faut dire coucou les boss et les bossesses. Coucou les boss et les bossesses. Okay. J'espère que vous allez bien. D'accord. Bon, bref, je prends ça même comme c'est un peu un genre. Bon, maintenant, on peut commencer. Voilà. Donc, Fiona, tu sais ce que tu dois faire. Donc, s'il te plaît, sers-nous un apéritif qui a du goût. À toi la parole, ma chérie. Les wafers. Les wafers. Les wafers. Les wafers. Ah, merci Champi. Voilà, comme premier wafer de ce jour. Donc, le premier wafer n'est pas très actuel, mais nécessite tout de même d'être évoqué et a un rapport avec notre thème de ce jour. Il s'agit de Mathias Pogba, frère de Paul Pogba, qui avait publié une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle il avait promis de faire des révélations sur son frère Paul et avait cité le footballeur Kylian Mbappé comme une victime de celui-ci. À la suite de cela, plusieurs internautes ont fait circuler que Mathias accuse son frère de pratiques occultes pour évoluer dans le monde du football. Beaucoup aussi ont traité Mathias de jaloux et d'aigri contre son frère. Moi, la question en fait que je me pose en ce jour, c'est est-ce que c'est possible? Donc, est-ce qu'il est possible d'effectuer des pratiques pour évoluer dans ce milieu-là, des pratiques occultes? Et je me dis aussi, et même si cela était vrai, chez nous en Afrique, on dit souvent qu'on lave le linge sale en famille. Donc, est-ce que Mathias, frère de Paul Pogba, joueur du club Juventus de Turin en Italie, avait-il raison de vouloir discréditer son frère aux yeux du monde? Donc voilà les filles, le débat est ouvert et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce propos et surtout par rapport à mes questions. Monsieur Zenou, vous pouvez aussi participer si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela. Je voudrais qu'il réponde à la question, est-ce que c'est possible d'utiliser la magie pour évoluer, même si ce n'est pas dans le monde du football, mais pour évoluer? Oui. Ok, merci pour cette bonne question. La première des choses que je vais vous dire, c'est il faut savoir
que la magie ne peut que accompagner ce qu'on est. Si vous êtes du néant et vous utilisez la magie, ça ne vous donnera rien. Donc, si la magie permet à quelqu'un d'évoluer, ça veut dire d'abord que c'est une personne qui peut évoluer. Combien de personnes utilisent la magie dans le monde du football et combien sont célèbres? Voilà une simple question. Demandez-vous cela. Donc, je veux simplement dire, quand vous parlez de magie, de quel type ou de quoi, qu'est-ce que vous appelez magie, par exemple? C'est ça. Il y a plusieurs formes de pratiques parce que quand on parle de magie, on peut regarder le sens que peut-être le monsieur, avant d'aller jouer au football, vérifie que le foot que je vais aller jouer là, est-ce que mon équipe va gagner? Ça, c'est de la magie. Peut-être la personne dit, OK, je me protège. Si quelqu'un vient de côté mystique contre moi, qu'il puisse ne pas m'avoir. Ça, c'est de la magie. Maintenant, quelqu'un peut aussi dire, OK, je m'en vais, je fais un peu des pratiques pour pouvoir être plus solide en dehors de ce que je peux qu'il y ait un plus. C'est aussi de la magie. Maintenant, ceux qui sont en train de parler de l'utilisation de cette magie-là, de quelle magie est-ce qu'ils parlent? Comment est-ce qu'ils ont? Si eux-mêmes, ils n'utilisent pas de la magie, comment pourront-ils savoir que quelqu'un utilise de la magie? Ok, bon. Donc, il n'y a que des personnes d'un même cercle qui peuvent savoir les conditions d'un cercle. Si ça va être simplement comme ça qu'on utilise, pour moi, je vais dire, ce sont des accusations non fondées. Donc, il faut d'abord vérifier avant de se prononcer. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette intervention, Zenu. Ton autre news, c'est quoi, Fiona? Parce que j'imagine parce que moi, je n'ai pas d'avis personnel par rapport à l'histoire de Pogba. Ce n'est que le côté sorcellerie là qui titille un peu les oreilles. Mais bon. Justement, et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était bon d'évoquer cela ce soir, puisqu'on a un expert. Et donc, voilà. Ok, continue alors, ma chérie. D'accord. Donc, voilà, le deuxième UEFA est un ragot de couple. Bon, voilà. Depuis quelques jours, beaucoup de photos et de vidéos circulent sur la toile suite aux révélations du coach sportif Abou Diaby à propos de sa femme qu'il a codifiée. Donc, les deux s'étaient mariés il y a de cela 6 mois environ, au mois de mars. Et lors d'une interview dans l'émission Tout en intimité animée par Sam Zira, il explique les détails de cette trahison. Bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas assez de temps. Ce que je vais dire, c'est, en gros, pour lui, sa femme est voilée et sa femme était une hypocrite. Et c'est comme ça qu'il met l'accent sur cela. Pour lui, une femme voilée, en fait, ne devrait pas se comporter ceci, cela. Donc, beaucoup de personnes, surtout les femmes musulmanes, se sont offusquées face à ce commentaire, quoi. Et moi, maintenant, aujourd'hui, j'ouvre ce débat-là pour que, ensemble, chacun, s'il a un point de vue, donne son avis. Et puis, à la fin, moi, je vais dire ce que j'en pense. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Que s'il a raison de dire ça, que les femmes voilées ne doivent pas se comporter comme sa femme? Oui, si on veut, ou bien est-ce qu'il avait raison aussi d'aller dans l'émission? En fait, un avis, chacun doit avoir son avis personnel, pas pour ma phrase. Ok, Naomi, tu as un truc à dire par rapport? Qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? En fait, moi, je pense que Abou, bon, déjà, le fait de vouloir une femme parce qu'elle est voilée et ne pas essayer de vraiment la connaître et savoir quelles sont ses valeurs à elle, jusqu'à quel niveau est-ce qu'elle est pieuse. Moi, je trouve que c'est un problème. Je pense qu'il a été très superficiel dans son choix de femme. Et aussi, il faut faire attention, quoi, parce que on a l'habitude de parler d'hommes pervers narcissiques. Et là, dans ce cas, je pense que c'est un bon exemple d'une femme perverse narcissique qui est prête à détruire détruire son mari. Mais aussi, on n'a pas le rebondissement, donc on n'a pas la version de la fille, donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Ok, voilà. fair enough. Monsieur Zenou, est-ce que tu as un avis par rapport à cette situation assez cocasse d'adultère? Bon, je pense que s'il faut toucher ce thème, je préfère que ce soit un autre thème ultérieurement pour qu'on parle vraiment de l'adultère selon la société africaine. C'est juste un avis en fait. C'est pas sur ça qu'on va débattre, bien évidemment, mais c'est juste un avis. Là, c'est une information qu'elle a pris du net.
Donc, chacun donne son avis. Si tu n'as pas d'avis à donner, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Non, par rapport à ça, je ne peux pas me prononcer. Ok. Ah, Et d'accord. vas-y, tu voulais... Oui, donc bon, pour terminer, Naomi, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas de rebondissement. Bon, je voulais ajouter en fait que sa femme a rebondi sur ses réseaux sociaux où elle le dénonçait comme quelqu'un de pervers, qui ne l'a jamais aimé et qui l'a trompé, etc. Bon, tout ça, ça reste une histoire de ragot de couple et tout, et on va pas entrer dans les détails. Donc, je voudrais dire juste que je partage ton point de vue. Peut-être qu'il a été très léger sur son choix de femme parce qu'il s'est basé sur le fait qu'elle avait un voile pour se dire que, ok, elle est sainte, elle est vierge, elle est... Et aussi parce qu'elle était belle. Voilà, bon, oui, et qu'elle était belle aussi, bien sûr. Et donc, je pense en effet qu'on ne doit pas, à cause d'une personne, on ne doit pas sacrifier tout le monde, on ne doit pas clouer tout le monde. Voilà. Peut-être sa femme était comme ça, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes musulmanes ou bien toutes les femmes chrétiennes. Donc, je prends dans le cas général, toutes les femmes qui suivent le Coran ou la Bible ou bien dans d'autres religions, ça ne veut pas dire qu'elles sont comme ça. Il y a certaines qui respectent réellement la parole de Dieu ou d'Allah. Donc, voilà. Oh, moi, par rapport à mon avis personnel, franchement, moi, ça m'a juste fait rigoler, en réalité, parce que il y a eu un nom que j'ai pas compris. C'était le mot pétrolière. Bon, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Aïe. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Que c'était une pétrolière. Faut pas parler de ça. Ça veut dire quoi, pétrolière? Non, parce que moi, je comprends pas le terme. Parce que moi, En fait, lui-même, il a expliqué dans l'émission, il a dit, ça veut dire qu'elle prend par tous les orifices. Ah, wow, ok. Moi, je n'ai rien... En tout cas, bref, anyway. Donc, pour dire que... moi, je savais... Bref, ça m'a trouvé comme ça aussi. Moi, je n'ai pas trop compris. Les histoires d'adultère et tout ça. Bref, je vais dire, les femmes en sont victimes depuis la nuit des temps. Donc, si un homme trouve qu'il a été copifié, pourquoi venir exposer sa femme? Quand les femmes se font tromper, elles ne viennent pas exposer leur mari. Donc, il faut gérer ça en catimini. Avec ta femme, tu la quittes, point final, basta. Tu sais ce qu'elle t'a fait, elle sait ce qu'elle t'a fait, c'est fini. Tu n'as pas besoin d'aller sur la toile, venir l'exposer, même si ce qu'elle a fait était immonde. Parce que vous faites pareil, quoi. Et ce n'est pas pour autant qu'on vient vous exposer. Je vais dire, la majorité des femmes n'exposent pas leurs hommes sur la toile, les hommes qui les ont trompés. Certains le font, mais ce n'est pas toutes. Et, en même temps, quand même, je ne crois pas que c'était son intention de vouloir exposer sa femme, mais il racontait une histoire. Je pense qu'il n'avait vraiment pas idée de l'ampleur que ça prendrait avec le temps. Donc, j'étais sûre que ça avait autant de trucs. Il savait que ça devait prendre une ampleur. En fait, je pense que ça, c'était un coup de pub pour ses réseaux qu'il a réouvert, vu qu'il a dit qu'il a d'abord fermé tous ses comptes. Et là, il a réouvert. Et pour avoir des abonnés, il était obligé de faire du buzz, en fait. Et voilà, c'est ça qu'il a fait. Je ne sais même pas qui c'est. Moi, ça m'a trouvé sur mes trucs. Moi, je vis ma petite vie tranquille. Je vois les trucs, je vois pétrolier. Je dis, ça, c'est quoi? Ça, seulement, moi, j'ai rien compris. Je ne sais même pas qui c'est. Si tu me demandes de la faire, je ne vais pas te dire ce qu'il a fait. Et c'est pas un manque de respect. Mais bon, coach sportif, quelqu'un que je connaissais pas. C'est aussi une star de télé-réalité. Donc, il est célèbre quand même en France, je crois bien. Ah, d'accord. Bon. Ok. Bon. Ça fait deux belles news. Tu nous as parlé de Pogba et sa sorcellerie. En fait, oui, non, parce qu'il a avoué qu'il pratiquait les trucs de protection. Tu nous as parlé de l'homme coquifié qui fait le buzz sur la toile. Donc, vraiment, encore cette fois-ci, tu nous as étonnés avec tes news. Donc, vraiment, félicitations. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera aussi sucré comme ça, succulent comme ça. Bon, on va faire une courte pause et on va revenir pour la deuxième partie de l'émission. Et comme vous le savez, le thème c'est comment faire pour différencier la tradition africaine, notamment Bamileke de la sorcellerie. Donc, soyez scotchés, on revient dans un court instant pour rentrer dans le vif du sujet avec notre invité, M. Zenou Mutchezen. Allez, à tout de suite les boss et les bossesses. À tout de suite. Nous sommes de retour, les boss et les bossesses. Nous avons partagé avec vous un petit moment de détente avec Fiona et ses wafers, mais il est temps de passer au plat de résistance. Comment faire
pour différencier la tradition africaine, notamment la tradition bamileke de la sorcellerie, comme le maraboutage. Le topo du jour, c'est maintenant. Bon, avant de poser toutes les questions que nous avons pour monsieur, pour Zenou Mutchison, je voudrais partager une citation de Denise Palme et de Bernard Valade, qui sont les auteurs de l'article Sorcellerie des sociétés secrètes. Donc, cet article est accessible sur universalist.fr. Et donc, je voudrais que Zenou, tu me donnes ton avis sur la citation que je vais lire présentement. Donc, ces personnes-là disent que la distance qui sépare les sorciers des magiciens est souvent difficile à fixer. Mais une différence fondamentale les distingue néanmoins. Les seconds pourraient avoir une certaine justification, les autres n'en ont pas. Qu'est-ce que tu en penses, Zenou? Est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Je vais commencer par dire, lorsqu'on se base sur la langue occidentale pour pouvoir définir sorcier et définir marabout, Magicien. ça peut devenir très compliqué. Magicien, pardon. Ça peut devenir très compliqué. Maintenant, il faudrait que pour comprendre un élément culturel, trouver la définition de ces éléments ou de cet élément-là dans les fondamentaux de l'élément, dans la base, c'est-à-dire la langue d'origine. Maintenant, s'il faut parler de sorcellerie chez les Bamileke ou s'il faut parler de magie chez les Bamileke, allons-y sur la base des réponses, sur la morphosyntaxe, donc allons dans la langue. Quand on dit magicien chez nous, on va dire Ngaka. Il veut dire celui qui choisit. Celui qui choisit quoi? Celui qui choisit, celui qui discerne ou celui qui a une main mise quand même sur ce que nous n'avons pas. Donc, celui qui peut choisir ce que nous ne pouvons pas choisir. Quand on veut dire choisir, c'est que quand il y a des hypothèses, il a l'aptitude de connaître laquelle de ces hypothèses est la bonne. Voilà où on parle de magie. Chez nous, c'est Ngaka. Maintenant, si on veut dire sorcier, qui est Nganzo, par exemple, la sorcellerie n'est pas liée à la communication ancestrale, non. La sorcellerie, elle, commence à être liée aux pratiques, à l'utilisation de la force, des forces de la nature pour pouvoir agir. Dans les deux sens, on utilise les forces de la nature, mais dans un sens, la force de la nature est canalisée. La force de la nature a des règles qu'on doit suivre. Par exemple, la règle majeure, c'est celle de la préservation de vie. De vie de qui ou de quoi? Mais de vie de tout ce qu'il y a autour de nous. Dans le sens principal, quand on voit la magie, on essaye même dans la magie de protéger même l'espèce animale et végétale. Donc, je m'arrête d'abord là. Maintenant, dans le sens de sorcellerie, le sorcier a parfois, beaucoup de sorciers ont aussi d'abord la puissance. La puissance, c'est quelle puissance? La puissance énergétique. Parce qu'il existe plusieurs formes de puissance. La puissance énergétique ou familiale, c'est ce que nous recevons pendant la naissance de la mère. On appelle cela le Bantu ou la lignée matriarcale. Maintenant, l'autre forme de puissance, c'est l'initiation. Peut-être qu'on peut s'initier, on s'en va chez un homme qui nous initie à avoir un certain nombre, donc avoir un certain nombre de connaissances et tout et tout. Et dans les deux cas, quelqu'un peut l'utiliser en bien ou en mauvais. Celui qui l'utilise en bien, on va l'appeler magicien. Celui qui l'utilise en mal, on va l'appeler sorcier. Je peux un peu me taire à ce niveau-là. Je ne sais pas si je suis explicite. Non, tu es très explicite. Vraiment, on comprend, oui. On comprend très bien. Donc, en fait, d'après les explications que tu donnes là, en fait, je dois donc dire que les auteurs de cet article ont raison parce que dans l'article que j'ai lu, ils expliquent que les magiciens font des pratiques pour préserver la vie. Donc, et que les chefs, parfois, ont recours à eux, alors que les sorciers sont là pour tuer, faire du mal. Donc là, il n'y a pas de justification. Donc, ça rejoint un peu cela. Donc, c'est bon. Bon, maintenant, passons vraiment alors aux questions que nous avions pour toi. La première question qu'on aimerait se poser, c'est quels sont les types de pratiques qu'il y a dans la tradition bamileke, vu que c'est ton ethnie et c'est dans ça que tu es expert. Quels sont les types de pratiques?
disons, les plus courantes ou bien les plus célèbres? Si je m'en vais séparer, je peux dire type et je peux dire forme d'un autre côté. Ok, y a pas de Si on souci. parle de pratique, de pratique, je prends tout être humain a des pratiques qu'il doit faire. Il y a 2 formes majeures. Ou bon, si je m'en vais, je peux limiter, je peux dire 3. Il y a la première forme qu'on doit avoir avec notre entourage, ce qui est visible, ce qu'on touche, ce qui est palpable, donc les plantes, les hommes, les êtres humains, tout. Voilà une forme de pratique. La deuxième forme de pratique, c'est avec ceux qui ne sont plus, mais qui ont existé de façon physique, c'est-à-dire les ancêtres et tout. Et la troisième forme maintenant, c'est cette entrée en contact avec l'inconnu. Cet inconnu, c'est qui? C'est l'ensemble de tout ce qui existe. En fait, c'est l'énergie qui existe en tout ce qui existe. Parce que vous parlez, mais je ne vois pas l'énergie qui vous fait parler. Je vois le côté physique de vous. Je vois votre gestuelle. Je vois comment. Mais il y a quand même une énergie qui gouverne tout ce qui existe et tout ce qui a une vie. Et c'est lui qu'on appelle chez nous Si. Si veut dire présence tout court. Ah, ça veut pas dire Oui, Dieu. bon, je ne prends pas Si comme étant Dieu. Je ne prends pas Si comme équivalent de Dieu parce que dans la définition qu'on donne à Dieu comme étant un être humain, comme étant peut-être comme nous sommes, comme si nous étions ses semblables, ça diminue la valeur de Dieu. Et parfois, on s'en va jusqu'à lui donner le sexe d'homme. On dit c'est le Père qui est au ciel. Ça veut dire qu'on lui donne même déjà un sexe pour le définir. Non, un Dieu ne saurait jamais. Pour revenir aux pratiques. Pour revenir aux pratiques, tu disais qu'il y a 3 pratiques. Dans la pratique avec les gens qui sont vivants, avec les gens qui sont morts et avec l'énergie qui nous gouverne. Donc, ce sont les 3 pratiques avec l'énergie qui est en nous. Qui gouvernent je veux dire quoi, la tradition bamileke. Oui. D'accord. Maintenant, si je m'en vais sur les formes, les formes dépendent de la personne qu'on est sur la terre. Déjà, à la base, il y a les pratiques de naissance. Ça a à voir avec votre naissance. Vous devez faire telle chose parce que vous êtes né. Puisque vous êtes né, c'est une obligation pour vous de le faire par reconnaissance au cosmos qui a permis que votre énergie spirituelle couvre une énergie physique qui vous forme en entier. Ça, c'est d'un. Maintenant, pendant votre vie, il y a des choses que vous faites et il y a d'autres formes de rituels qui doivent être faits. Si vous appelez tradition, il y a d'autres formes de tradition qui doivent être faites. Lorsque vous vous mariez, puisque là, vous entamez une nouvelle vie spirituelle, ou lorsque vous entamez, en principe, ça devrait être lorsque vous entamez la vie, la vie sexuelle, la vie de couple ou une vie sexuelle. En principe, il y a d'autres choses qui doivent être faites. Si par méga, un jour maintenant, il y a rupture, peut-être votre conjoint est parti ou votre conjointe est partie, il y a des rituels qu'on doit faire. Et à la fin maintenant, lorsque vous allez mourir, il y a d'autres rituels qu'on fait dès que vous êtes mort, d'autres qu'on fait quelque temps après votre mort et d'autres qu'on fait en mémoire de votre mort. Je peux dire voilà. Maintenant, toutes ces formes-là sont liées à la personnalité. Pour une personne qui entre en contact avec le monde spirituel, la manière dont on va faire ces choses-là sont différentes. Il y aura des choses additionnelles à ça. Pour des personnes qui ne font pas du contact avec l'ancestralité, ni même les contacts avec le cosmos, pour eux, est encore plus simple que pour d'autres personnes. Mais tout ça, la seule chose que vous deviez comprendre, c'est que en rituel bamileke, tout ce qu'on a pris, on doit le restituer à la nature. Tout ce qu'on prend à la nature, on restitue. Voilà la base des rituels chez nous ou la base des traditions chez nous. C'est très bien résumé et très bien expliqué. Et donc, la deuxième question que je voudrais donc demander, qui est le point culminant de cette émission, c'est quelle est donc la différence entre les rituels que nous faisons en tant que bamileke, bien en tant qu'Africains, et le maraboutisme? Parce que il y a cette confusion-là qui est dans l'imaginaire populaire, qui renvoie toutes les pratiques qui ne sont pas soit chrétiennes, soit islamiques ou bien juives à la sorcellerie. Pourtant, c'est pas ça. Donc, comment on fait la différence entre les deux? La tradition bamileke, parce que dans le cas présent, si nous parlons des bamileke, et le maraboutisme, bien la sorcellerie. Dans la tradition bamileke, tout ce qui va de tradition, pas maraboutisme, on n'a pas forcément besoin d'un intersecteur ou d'un intermédiaire qui est un marabout. C'est en famille.
Ça se cumule autour de la famille et la personne qui doit diriger cela, c'est une personne indiquée par le potentiel pour faire ce rituel-là. Par contre, lorsque vous voulez faire du maraboutisme, vous avez besoin d'un marabout ou d'un gaka forcément. Je prends un exemple simple pour illustrer. Pour aller présenter l'enfant dans un lieu énergétique, par exemple, que vous appelez régulièrement lieu sacré, mais qui est pour nous un lieu énergétique, on n'a pas besoin, on ne fait pas recours à un marabout. Non. C'est le chef de famille qui a le droit. Parce que après le chef de famille, quand il va mourir, le successeur qu'on va arrêter, on va l'initier pour qu'il puisse faire cela à la place de l'autre. Donc, on n'a pas forcément besoin. Voilà un exemple. Le deuxième exemple, c'est pour aller faire des rituels sur le crâne ancestral ou pour aller rectifier les torts d'un des ancêtres qui a vécu. On n'a pas forcément besoin d'un marabout. On prend un marabout lorsque le successeur de celui-ci n'est plus. Et le rôle de la succession, c'est que celui-ci puisse faire cela pour nous. Vous voyez que ça, c'est en défaut. C'est quand on ne parvient pas, quand les choses ne sont pas en ordre, qu'on fait recours à un marabout. Voilà. Mais le marabout n'est pas connu pour être un sorcier. Mais si on fait appel à un marabout pour faire certaines choses qui font partie de la tradition et qui n'ont rien à voir avec les forces noires ou bien des forces négatives, est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le temps justement mêler la sorcellerie avec notre pratique si on fait appel à un marabout? Non, c'est pas mêler la sorcellerie. C'est simplement que dans les fondamentaux de chez nous, le marabout a une aptitude. Lui, il est une personne initiée. Initiée pour pouvoir passer, pour pouvoir décoder ou décrypter le message ancestral à la base. Donc, ce qui fait que si dans une famille, on n'a pas encore régi les lois de la famille, régir les lois de la famille, c'est attraper celui, l'ayant droit, qui doit faire telle pratique dans la famille. Quand il n'est pas encore là et que les gens sont en train de vouloir faire, ou quand les gens sont dans le besoin, ou ils sont menacés par une pratique, on fait recours à une personne qui peut décoder le message ancestral et cosmique. Je dis bien ancestral et cosmique. Le gang, c'est le gangka qui veut dire sorcier, est donc différent du marabout. Est-ce qu'ils sont différents ou bien c'est la même personne? Non, le gangka n'est pas sorcier. Le gangka, c'est le marabout chez nous. Le gazon, c'est la sorcellerie. Pardon, la sorcellerie, le gazon est différent du marabout. Je vous ai dit au départ que tout le monde, tous les deux ont une énergie, une capacité. Maintenant, on devient sorcier ou marabout selon l'utilisation de cette énergie-là. Vous utilisez mal l'énergie et vous faites du mal avec l'énergie, vous devenez sorcier. Mais vous utilisez l'énergie dans son principe fondamental pour faire le bien, vous devenez quelqu'un de bien, vous devenez marabout. C'est comme un marabout, c'est quelqu'un de bien. Table. C'est ça que je veux comprendre. Marabout, c'est quelqu'un. Parce qu'on dit marabout pour parler de sorcellerie. Oui, ça, c'est le thème grosso modo. Donc, marabout est différent de sorcier. Non, bien marabout, ça? En principe, chez nous, le marabout, c'est quelqu'un de bien. Ok, c'est ça que je voulais qu'on clarifie. Maintenant, la troisième question, c'est le culte des ancêtres. Non, le culte des ancêtres, oui, qu'on appelle généralement le culte des crânes, a longtemps été stigmatisé comme étant de la sorcellerie. Est-ce que ce serait possible que vous démantelez cela et que vous nous montrez que non, ce n'est pas la sorcellerie? Parce que c'est un des gros clichés qu'il y a sur la tradition. La première question que je vous pose, par qui est-ce que vous êtes venu au monde? Par nos parents. Vos parents sont aussi venus au monde par qui? Par leurs parents. Par leurs parents, bien sûr. Au fur et à mesure que vous montez, vous voyez déjà, vous avez 2 parents. Ils sont 2 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Vous voyez toute une pyramide qui a sur votre tête pour que vous existez vous seul. Toute une grosse pyramide. Ça veut dire qu'au-dessus de vous, il y a des millions de personnes qui ont existé et que c'est par leur existence que vous existez. Oui. Le premier geste que vous avez fait de venir sur Terre, c'est de naître. Et ce geste-là, vous êtes passé par les parents. L'affaire de croire qu'un bonheur quelconque, parce que la première énergie que vous avez eue, c'était la respiration de naissance. Oui. Cette respiration de naissance-là, ça a été par le pied d'une mère et d'un père. Et si vous croyez que vous pouvez octroyer un autre bonheur venant d'un ex-nihilo, vous vous trompez. Donc le culte au crâne, qui est le culte ancestral. Le culte ancestral, c'est à part, et le culte au crâne, c'est à part. Le culte au crâne, c'est une forme de culte ancestral. On peut avoir d'autres formes de culte ancestral qui n'ont pas forcément besoin d'un crâne.
C'est-à-dire, on ne retire pas le crâne, mais on ancre en intersection avec un ancêtre. Maintenant, il faut que je vous définisse vraiment les bases du culte au crâne. Pourquoi c'est le crâne? Et comment est-ce que le crâne est constitué? Le crâne, c'est la partie la moins équilibrée de l'être humain. C'est-à-dire, quand vous êtes sur la Terre, la partie qui est proche de la Terre est plus équilibrée. Donc, la partie qui est loin de la Terre, la partie qui est plus loin de la Terre de votre corps, c'est la tête. Et c'est le crâne. Ça, c'est d'un. De deux, la pensée est une chose, est une forme, est une donnée qui est très prioritaire chez nous parce que rien ne se fait sans être pensé. La pensée est la seule matière qui nous guide, est l'une des matières qui nous guide et qui n'est pas visible. Quand vous pensez, je ne vois pas la pensée. Je ne vous vois pas penser. Mais ça se réside où? Tout le mécanisme de la pensée, c'est où? C'est dans le crâne. Vous comprenez? Oui. Et actuellement, si je me mets à vous taper, la partie que vous allez le plus protéger sur vous, c'est quelle partie? C'est votre crâne. Ça, c'est fondamental. On ne veut pas savoir. Dès que je commence à vous taper là, vous protégez la tête. Pourquoi quand il pleut, vous couvrez la tête, vous ne couvrez pas le reste du corps? Qui peut me dire pourquoi? C'est un réflexe. Un réflexe. OK. Comprenez que nos ancêtres ont interprété l'importance de cette partie-là. Et cette partie-là, puisque chez nous, on a deux parties, l'être humain, la partie matérielle et immatérielle. La partie immatérielle, c'est ce que nous ne pouvons pas toucher. C'est cette énergie qu'on ne voit pas. On appelle chez nous l'ontun. Vous allez traduire dans les langues bamileke, on va dire mentu. Tout avec ces deux parties. Le men qui est seul la partie physique et l'ontun qui est la partie invisible. Maintenant, il faut savoir que pendant que vous vivez sur Terre, tout ce que vous faites n'est pas forcément bon. Donc, il y a des choses que vous faites qui portent atteinte à la nature et vous ne parvenez pas à réparer. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà insulté des gens même sans savoir. Vous avez jugé des gens sans savoir. Vous n'avez pas retiré cet acteur-là. Après votre mort, si vous ne parvenez pas à résoudre tous ces énigmes ou ces problèmes-là que vous avez causés à la nature, après votre mort, il faudra que quelqu'un puisse faire ça pour vous. Et la seule personne mieux indiquée, parce que vous l'avez fait du monde des vivants, il faut qu'on le fasse aussi, qu'on repart cet or-là du monde des vivants. Et les seules personnes qui peuvent le faire sont des personnes qui ont existé parce que vous avez existé. Vos enfants ont existé parce que vous avez existé. Alors, ils peuvent le faire pour vous. Vos petits-fils ont existé parce que si vous n'existez pas, votre petit-fils ne doit pas exister. Donc, c'est une redevance pour eux de venir réparer cela pour vous. Et pour réparer cela maintenant, on a besoin d'un symbole de vous. Le symbole de vous qu'on utilise régulièrement en culture bamileke, c'est ce crâne-là, pardon. Et le crâne, c'est pas forcément le crâne physique. Par moment, on ne parvient pas à retirer le crâne physique. On prélève la terre. On a une méthode pour prélever une terre qui représente votre crâne. Le topo du jour, c'est maintenant. Que c'est pas forcément le crâne physique qui est important, c'est le crâne spirituel, la partie pensante qui vous a permis de faire tout ce que vous avez fait là, même si c'est en bien ou en mal, mais c'est tout passé par le système nerveux. Donc c'est la locomotive spirituelle de la pensée. Et à ce moment-là, il faut qu'on utilise encore cette locomotive spirituelle pour réparer le tort. Quand vous partez faire le culte ancestral, quand vous partez faire des rituels, vous êtes en train de restituer quelque chose que le parent là a octroyé à la nature, a pris à la nature. Donc vous êtes en train de réparer un tort que celui-là avait fait contre la nature. Et quand vous êtes en train de réparer ce tort-là, c'est pour lui permettre d'arriver en paix. Pourquoi? Il y a un lieu de retour. Le lieu de retour, c'est l'autre lieu de provenance. Les lieux énergétiques que vous appelez souvent lieux sacrés là. L'être humain chez nous vient de là. Et l'être humain, après sa mort, doit retourner. Avant que l'être humain ne vienne de là, il était pur. Il faut qu'après sa mort, il retourne là en tant que pur. Donc, quand il meurt, on prend le temps de réparer tout ce qu'il a fait de mauvais. Même si c'est sur 5 générations, c'est sur 6 générations, on repart et après il part. On n'entend plus parler de lui. On ne va plus vous montrer des rites qui le concernent. Non, non. Voilà comment est-ce que ces affaires-là se font. Je ne sais pas si je suis... Non, tu es clair comme l'eau de roche. Clair, oui, c'est clair, mais je voulais savoir, quand Zanou, tu parles de choses que l'ancêtre a pu faire
et qu'on doit corriger, rectifier après sa mort. Est-ce que tu peux me donner des exemples peut-être de torts que les ancêtres font et qu'on doit rectifier ou corriger? Ok, un tort simple. Vous êtes jaloux d'un enfant. Que ce soit votre enfant ou pas. C'est déjà, vous êtes en train de causer, vous avez émis un esprit dans la nature qu'il faut tuer. Cet esprit-là existera jusqu'à ce qu'on tue. On peut le tuer vous pouvez le tuer de votre vivant, mais si vous ne le faites pas, parce que parfois vous le faites jusqu'à vous n'êtes même pas au courant que vous l'avez fait, après la mort, ce sont des choses accumulées qui vous empêchent de partir. Ça, c'est d'un. De deux, si vous empoisonnez quelqu'un, la personne va mourir et le revers de cela va attraper parce que vous avez émis à la nature quelque chose de mauvais. Ça vous attrape maintenant. Et après, il va falloir résoudre cela. Il y aura des rituels à faire pour cela. Par exemple, si vous bouffez l'argent de quelqu'un, si vous violez la femme de quelqu'un, si vous prenez l'objet de quelqu'un sans lui dire, sans lui demander, tous ces petits éléments que vous faites au quotidien là, même quand vous avez volé la nourriture de la mamie de la maman, c'est un acte parce que la permission n'a pas été. C'est vrai que vous pouvez minimiser cela, mais tout cela, ça s'accumule et après, ça devient un fardeau qu'on va simplifier pour que vous puissiez passer par la petite porte spirituelle. Et justement, pour nous, on parle de Nefshartendun qui veut dire simplifier les redevances. Dans toutes les langues bamileke, c'est la même chose. Simplifier, faire les coutumes, on appelle dans nos langues. Chez moi, c'est le métier, c'est Nefshartendun. Ça a les mêmes traductions dans d'autres langues, même si on prononce ça différemment. Ça veut dire simplifier les redevances. Et quand on simplifie vos redevances, ça vous permet de partir et d'avoir un repos vraiment en paix. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout simplifier? Parce qu'il y a des crimes qui sont impardonnables. Parce que, par exemple, voler la viande de la mamie, c'est vrai que c'est mauvais, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais violer quelqu'un ou bien tuer quelqu'un, par exemple, empoisonné, est-ce qu'on peut vraiment pardonner ça? Est-ce qu'on peut vraiment enlever cela? Je ne vous ai pas parlé du pardon, je vous ai parlé d'une restitution énergétique ou d'une réparation de tort. Oui, écoutez, les torts ne vont pas se réparer. Les torts ne vont pas se faire réparer de la même façon dont vous pensez. Voici comment les torts se rectifient. C'est simple. Pendant que vous étiez en train de violer la personne a dépensé une quantité d'énergie pour pleurer, pour se battre, pour se défendre. Et émotionnellement, toute sa vie, il a dépensé une énorme quantité d'énergie. Alors, il faudra que demain, on dépense la même quantité d'énergie pour vous libérer de cela. Donc, vous êtes dans une prison, la prison de cette personne-là, la prison dont la personne a vécu. Ça vous empêche de vivre. Après, peut-être même de votre vivant, vous pouvez commencer déjà à ressentir cela. Par moment, quand vous ne ressentez pas, après la mort, ça vous empêche de partir. Vous vous retournez vers vos enfants tout le temps. Et puis, puisque le bonheur du cosmos passe par la famille, donc je vous ai parlé tout à l'heure que le bonheur vient par les parents, comme la vie qui vient par les parents. Maintenant, eux, ils vous demandent d'aller les aider à réparer leur tort. Quand vous ne partez pas, ils vous empêchent, ils vous privent aussi du bonheur qui devrait arriver en vous, que la divinité donne. Donc la divinité, pour donner quelque chose à un enfant, passe encore par la même pyramide dont je vous ai expliqué pour que la personne puisse avoir naissance. Et cette pyramide-là, si vous êtes en harmonie avec ceux qui sont venus avant vous, on vous restitue vraiment énormément de bonheur. Mais si vous n'êtes pas en harmonie, on vous restitue moins de bonheur et c'est comme ça que vous aurez des difficultés, tout. Donc, on peut donner la quantité d'énergie qui a été faite. C'est vrai qu'on ne va pas effacer cela. C'est pourquoi chez nous, dans notre langue, le pardon n'est pas quelque chose. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, tu n'as pas réparé le tort. Donc, il faut simplifier les redevances. Il faut vraiment faire une chose pour compenser ça. Une chose qui doit compenser énergétiquement. Ça veut donc dire que la notion de enfer et paradis n'existe pas. C'est qu'on peut tout simplifier les redevances pour que les gens partent vivre, je ne veux pas dire vivre leur seconde vie spirituelle. Bref, que leur esprit repose en paix. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Non, dans nos langues, vous n'allez jamais entendre parler d'enfer et de paradis. Mais on va vous parler que la personne n'est pas partie. Quand la personne revient vers vous pour vous demander des choses ou pour demander que vous l'aidez à réparer les torts, c'est parce que la personne n'est pas en paix, la personne souffre. Quand l'âme n'a pas traversé, quand tu n'es ni du monde des vivants ni du monde spirituel, tu es à cheval entre le monde des vivants et le monde spirituel. Donc tu es là menacé. Donc il faut que tu viennes encore. Voilà, comme un fantôme. Donc il faut qu'on tue ce fantôme-là. Et pour tuer ce fantôme-là, si je veux le dire ainsi, c'est juste entre guillemets. Il faut qu'on repare les torts de la personne complètement. Et quand on a fini de réparer les torts...
Mais est-ce que Moi, je c'est me juste de demande faire plutôt ça? comment est-ce que... Non, moi, je me demande plutôt comment est-ce qu'on répare. Parce que, oui, tu as dit qu'il y avait... Oui, je quand, vous ai par dit exemple, que les rituels qu'on fait, par exemple, on va vous dire que acheter de la nourriture, vous partez sur le crâne d'une maman qui était sans mère pour faire telle chose. Quand vous partez, vous versez la nourriture, vous croyez que la maman là mange la nourriture là? Ce qui importe beaucoup à la maman là, c'est deux choses. La première chose, c'est l'énergie que tu as dépensée pour faire tout ce que tu as fait là. Donc, quand tu dépenses cette énergie-là, tu restitues à la nature une quantité d'énergie qui peut compenser son énergie qu'il avait fait perdre à cette personne-là. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, c'est que quand vous venez, c'est comme si une personne est malade sur le lit et vous venez lui rendre visite. Le moment que vous passez avec la personne, en communion avec la personne, il sent qu'il est en vie et qu'il a des personnes tout autour de lui. Voilà les deux choses qui importent pour la personne. Maintenant, la nourriture que vous venez avec, c'est la communion que vous mangez. Vous mangez avec les passants, les gens qui passent. Vous mangez tout ça à son nom et vous bavardez. Quand vous êtes en train de bavarder, vous riez. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est en son nom. Donc, ça lui procure un peu de bien-être et une quantité d'énergie qu'il utilise maintenant pour pouvoir donner comme dette. Donc, pour payer les dettes de l'énergie qu'il a envers la nature. D'accord. ok, Et est-ce d'accord, qu'il y c'est a un conseil de sage? Alors, est-ce qu'il y a un conseil de sage qui veut à ce que les traditions, dont les bons rites soient maintenus et que les mauvais rites, donc ce qui peut être considéré comme la sorcellerie, soient bannis de la communauté? La spiritualité de chez nous est une spiritualité démocrate. C'est justement pour ça que vous voyez, on a été tellement ficelé par les envahisseurs, par les religions occidentales facilement. Parce que chez nous, on n'impose pas à un peuple comment est-ce qu'il doit communiquer avec les siens. Vous voyez, ailleurs, vous allez voir un retire de crâne. Ailleurs, on va cimenter le crâne. Ailleurs encore, on va juste prélever la terre et on va faire les mêmes rituels. Et tout ça, ça va passer. Donc, chaque famille a les bases des fondements. Si vous dites qu'il y a un conseil qui doit regarder ça, est-ce que le conseil va venir régulariser ça dans toutes les familles? Non. Le conseil ne fait pas. Ce sont les ayants droit. Et je ne vous dis pas les rites. Ce ne sont pas les humains qui les imposent. Les humains ont juste interprété les ondes de la nature et savoir quel rite faire pour réparer quel tort. Donc, ce ne sont que des interprétations des ondes de la nature. C'est la nature qui nous dit que voici ce qu'il faut faire. Et la nature nous démontre comment on fait. Voilà un peu ce que je peux vous répondre à ce sujet-là. Maintenant, mais si c'est la nature, sans vouloir les te couper- personnes... Attends un instant, s'il te plaît. Mais si c'est la nature qui décide, si c'est démocrate, comment donc on peut donc savoir ce qui est donc faux et ce qui est vrai? Si c'est que c'est démocrate, donc Ok. il n'y a pas un livre ou bien une base qui permet aux gens de se guider. Comment va-t-on savoir? De savoir. Oui, je vais vous dire, c'est très simple. Quand on a fait, ou même avant de faire, c'est en ce moment-là que le marabout ou le magicien doit intervenir. Parce que lorsque tu as les méthodes de faire, tu déposes, tu exposes cela, même si tu n'exposes pas, tu peux utiliser des manières sans dire ouvertement à celui qui choisit ou à celui qui est magicien. Il te dit voici le chemin à suivre. Donc le facilitateur, en principe maintenant, devient le magicien parce que eux, ils sont initiés pour conserver les méthodes ou pour communiquer et comprendre. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, si vous êtes élevé spirituellement, vous-même, vous pouvez savoir. Parce que la communication qu'on fait avec les ancêtres, ce n'est pas forcé que quelqu'un vous initie. Chez moi, par exemple, je ne suis pas initié par quelqu'un, mais je fais une communication avec des ancêtres. Ils me disent ce qu'il faut faire. Ils m'indiquent les choses que je dois faire. C'est tout simplement être en harmonie avec eux. Et être en harmonie avec eux, c'est être en mesure de surpasser un ensemble de choses. Il faut éteindre l'ego. Il faut abannir un ensemble d'éléments et ça vous permet d'être stable spirituellement. Et quand vous êtes stable spirituellement, vous pouvez interpréter les ondes de la nature. Donc, tout a été créé pour que nous, les humains, nous puissions interagir avec la nature directement. Mais c'est nous qui ne parvenons pas à faire ce qu'il faut faire pour être dans ces conditions-là. Et quand nous ne sommes pas dans ces conditions-là, il faut maintenant les facilitateurs qui doivent le faire. Les facilitateurs viennent parce que la famille ne fait pas son travail. Ça se transmettait de façon familiale. Comme moi, aujourd'hui, je transmets cela à mes enfants, à mes progénitures. Les gens le faisaient comme ça se transmettait jusqu'à des générations. Ce qui a beaucoup cassé cette transmission familiale a été la guerre et l'arrivée du christianisme en Afrique, généralement chez les peuples bamileke. Ok, on est en manque de temps, mais j'ai une dernière question à poser. Comment donc faire alors, vu qu'il y a eu, comme tu as expliqué, il y a eu l'arrivée d'une invasion religieuse
d'ailleurs, qui est venu un peu fragmenter la stabilité de ce qu'on faisait dans chaque famille. Maintenant, pour des personnes qui sont acculturées, donc qui ne connaissent pas, comment elles peuvent donc faire pour se réapproprier cette tradition-là? On ne se réapproprie pas de la tradition, si je peux dire ainsi. On vit la tradition. Comment elles peuvent En donc principe, faire pour vivre ça? on vit. Retournez chez vous et commencez à voir des choses élémentaires que les gens font. Il faut savoir, les choses qui sont universelles chez nous, ça se fait dans toutes les familles. Par exemple, la pratique au crâne, l'enterrement du nombril, la dot. Vous voyez, voilà des choses qui sont universelles. Alors, si c'est universel, ça veut dire que ce sont des choses à faire. Premièrement, il faut d'abord savoir ça. Maintenant, si on vous dit d'aller faire une chose que les autres ne font pas, vous pouvez vous poser des questions en ce temps-là. Maintenant, pour moi, même, c'est vrai que nous, on se bat. Moi-même, sur mes pages et sur mes chaînes, j'essaye même de diriger des personnes. Mais je le fais à tort parce que la tradition ou la culture de chez nous n'est pas faite, ne demande pas qu'on aille conquérir le monde. Oui. Ça ne demande pas, ça ne réclame pas qu'on s'en va vers les peuples pour leur dire vous devez marcher comme ceci et les obliger comme les autres. Oui. Parce que nous sommes un peu plus tempérés. Quand ça se soulève sur toi, tu vas chercher toutes les méthodes et si tu ne rentres pas, tu n'auras pas vraiment la paix interne ou la paix même ou la stabilité dans ce que tu fais. Mais la meilleure façon, c'est si tu te sens acculturé. Tu commences par faire un retour sur toi. Quand tu commences le premier, dès que tu fais le retour chez toi, ça te permet déjà de commencer à avoir une communication avec ceux qui ont vécu avant toi dans cet espace-là. Et c'est progressivement, ils vont te montrer le chemin jusqu'à ce que tu arrives où il faut. Donc, la première chose à faire, c'est retourner chez vous, sur vos terres natales. D'accord. Et donc, parce que je voudrais un peu résumer tout le propos qu'on a eu là. Donc, si je comprends bien, c'est à tort qu'on parle de maraboutage parce qu'en fait, le marabout, dans notre culture, ce n'est pas un sorcier. Le sorcier, il est différent du marabout, même si les deux ont des pouvoirs. Ça, c'est ce que tu dis. Oui. Et donc, il n'y a pas la notion de paradis et d'enfer. On parle plutôt de traverser où c'est les frontières entre le monde des vivants et le monde spirituel. Donc, quand un esprit n'a pas traversé cette frontière-là, ça veut dire qu'il est en train de suffoquer. Donc, il n'est pas bien. Et pour ça, il faut qu'on répare qu'on allège ses redevances pour qu'il puisse traverser. C'est bien ça. Oui. Donc, en réalité, donc, je ne devais pas donc appeler cette émission comment différencier la tradition africaine, notamment bamileke, de la sorcellerie, notamment maraboutage, en fait, parce que le maraboutage et la sorcellerie, ce n'est pas la même chose. C'est ça que je vais essayer de comprendre. Donc, c'est à tort qu'on utilise le mot marabout pour parler de sorcellerie. Oui, c'est différent. Ok. C'est à tort. D'accord. Je pense, Fune avait une dernière question. Elle a demandé, est-ce que l'initiation, c'est n'importe qui peut se faire initier pour faire la pratique ancestrale ou bien ce sont les personnes spécifiques qui ont une bonne lignée, qui sont autorisées à faire la pratique ancestrale? Il y a des personnes, même dans certaines familles, vous n'avez même pas besoin d'initiation. Dès que vous êtes né, vous avez ces capacités-là. C'est par naissance. On appelle cela le pouvoir de naissance. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être initiées, même si tout le monde peut le faire. Mais maintenant, c'est les formes d'initiation. Est-ce que votre corps, est-ce que votre partie spirituelle peut supporter telle forme d'initiation? Donc, voilà des choses que je peux vous dire par rapport. Donc, on doit regarder, tout le monde peut le faire, mais c'est pas toutes les formes d'initiation que tout le monde peut le faire. Chacun a sa part qui peut être. Donc, il y a l'étude de compatibilité sur ça avant de vous faire cela. D'accord. Bon, ceci marque dans la fin de cette deuxième partie. C'était vraiment superbement éducatif parce qu'il y a beaucoup de choses que moi j'ai apprises que je ne connaissais pas et je pense que c'est la même chose pour Naomi et Fiona, les filles. Oui, grandement. Pour moi, par exemple, j'ai beaucoup appris sur la sorcellerie, la différence justement entre la sorcellerie et la magie, ou alors les différentes formes de pratique, ou alors le pourquoi est-ce qu'on nous demande d'effectuer certaines pratiques, de tout verser l'huile par exemple au village, le sel et tout ça. Ça, c'est un truc que je n'avais pas compris jusqu'ici et qui était très mal interprété aussi dans mon entourage. Il y a des pratiques de naissance, des pratiques sexuelles qu'il faut faire lorsqu'une femme se met avec un homme à un certain âge et après sa mort, etc. En fait, j'ai beaucoup appris. Franchement, c'était vraiment très éducatif et c'est vraiment scandaleux qu'on soit privé de ces notions-là parce que notre histoire est un peu parsemée de beaucoup
d'envahissement. Je veux dire quoi que oui. Donc, c'est dommage. Donc, on va mettre un terme à cette partie et on va revenir pour la troisième partie de l'émission. Donc, les boss et les bossesses, on se retrouve dans un moment. Nous sommes de retour, chers boss et bossesses, pour la suite des choses, à savoir le dessert de Naomi sous la forme des mots pagnes et les mots sages. J'espère que cette partie sera à la hauteur de ce qui a précédé. Donc, tu as encore une fois de plus la pression, chère Naomi. Alors, fais-nous rêver. La rubrique les mots pagnes et les mots sages. La rubrique les mots pagnes et les mots sages. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de Fiona de tout à l'heure dans sa rubrique quand elle a parlé de Abou, l'influenceur télé-réalité qui a fait le buzz en donnant une interview où il racontait les tromperies de sa femme. Donc, à la suite de cette histoire, il y a eu plusieurs réactions, parmi lesquelles celle de Ruby, une web comédienne camerounaise. Donc, elle félicite Madame Abou en l'appelant grande dame. Donc, elle lui donne le titre de générale, Madame Abou. Et elle souhaite aussi que Madame Abou ouvre une école qui va apprendre aux femmes comment amener un homme à les épouser sans avoir d'enfants. Parce que la majorité aujourd'hui, chez nous en Afrique, les hommes, ils ont tendance à demander aux femmes d'avoir des enfants avant le mariage. Et aussi, au nom de toutes les femmes cocues, Ruby remercie Madame Abou de les avoir vengées. Elle compatit pour la douleur de Abou, l'influenceur, mais elle conseille à Abou de ne pas quitter le mariage, mais de se poser les questions sur ce qui n'a pas marché et d'essayer de trouver des méthodes et astuces pour séduire sa femme, comme acheter des sous-vêtements, activer la communication. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais demander à Zenou, comment est-ce que la culture bamileke perçoit l'infidélité de l'homme ou de la femme dans un couple? Oui, depuis j'ai écouté cela et ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait rire parce que chez les Bamileke, en principe, si je veux parler d'adultère, je ne vais pas toujours rester sur le thème infidélité, mais je vais parler d'adultère. Mm-hmm. L'adultère chez nous est féminin. Pour beaucoup de raisons. Je crois qu'il faut faire une émission pour toucher tout cela dans la tradition Bamileke avec l'utilisation du centre d'énergie de l'homme ou de la femme qui est l'appareil génital. Mm-hmm. Donc, chez nous, c'est beaucoup plus chez la femme qu'on parle parce que l'organisme de la femme est un cône fermé. Donc, quand l'énergie entre dans le ventre de la femme, ça ne ressort pas. Ça ne peut ressortir que par accouchement. Et du coup, puisque ce sens spirituel-là a des répercussions sur les enfants, les Bamileke ont beaucoup plus évité que la femme puisse être, qu'une femme mariée ou une femme déjà chez un homme regarde encore dehors. Il en va de même pour un homme qui est juste ami avec une femme. La femme ne doit pas se départager entre plusieurs hommes. Il faut comprendre ça. Ça, c'est un principe chez nous parce que le mélange d'énergie dans le ventre de la femme peut, soit dans un cas, tuer l'enfant en cas de grossesse, soit dans un autre cas, donner un déficit à l'enfant. Parfois, certains enfants sont chez nous, comme on appelle des monstres génétiques, où des enfants ont des insuffisances dans leur pensée ou dans leur manière d'agissement. Ça provient du fait que la femme a connu plusieurs hommes, elle a accumulé l'énergie, ou parfois quand elle était enceinte, elle voyait un autre homme. Du coup, on a proscrit le fait que la femme puisse avoir plusieurs partenaires à la fois. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, lorsque le corps de la femme étant le temple énergétique chez nous, si une femme
partagent deux hommes. Les deux hommes doivent s'interdire un ensemble de choses. Par exemple, si l'un des hommes est malade, l'autre ne doit pas le voir parce que puisque les deux sont ancrés dans un même temple énergétique, ça crée problème. Si l'un est gravement malade et l'autre le voit, il va mourir. Donc, chez nous, on évitait un ensemble de choses dans ce côté-là. Un jour, on va en parler. Si vous attaquez un débat par là, je vais vraiment vous expliquer de fond en comble et je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Donc, du coup, parce chez que nous, actuellement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si tu peux rapidement clôturer parce qu'elle va passer à autre chose. Oui, je vais clôturer juste en disant que chez nous, dans le monde spirituel, la femme ne doit pas avoir plusieurs hommes. Donc, s'il y a déjà même infidélité chez la femme ou adultère chez la femme, la société prenait tellement mal au point où ça pouvait avoir un coup au divorce. Maintenant, côté de l'homme chez nous, c'est l'homme, on dit souvent dans la culture chez nous que la femme est née dedans et l'homme est né dehors. Dieu a créé la femme à l'intérieur et l'homme à l'extérieur. Parce que l'organisme de la femme étant même à l'intérieur, l'homme peut aller dehors, mais chez nous, pour que l'homme aille dehors, il y avait des prostituées. Donc l'homme pouvait avoir plutôt plusieurs femmes, pas avoir des concubines partout, ou des amis, ou ceci, cela. Donc la société n'accepte pas que la femme trompe l'homme. Mais la société voit les yeux sur l'infidélité de l'homme, si je peux vous dire ça. La société Bamileke voit les yeux sur l'infidélité de l'homme. Ok. Merci beaucoup. On va clôturer sur ça. Oui, Naomi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Zenou, pour ton intervention. Bon, là, on passe au mot sage. Et la citation du jour est celle de Albert Einstein, le célèbre mathématicien physicien. La citation est celle-ci. La folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Donc, si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on n'aura rien d'autre que ce qu'on a toujours eu. Donc, si la vie qu'on a actuellement ne nous satisfait pas et c'est qu'on a certaines choses à changer ou à améliorer. Fin de citation. Donc, c'est sur ces mots que je vous dis merci de m'avoir écouté. Fiona, est-ce que tu as une chose à dire sur la citation? Non, Albert pas Einstein. vraiment, Non, j'ai pas grand-chose à dire, il a raison. On ne peut pas faire la même chose et espérer avoir des résultats différents. Je ne savais même pas que c'était de lui la citation-là, parce qu'en fait, c'est un propos qui revient régulièrement dans les vidéos de motivation et tout ça, que tu ne peux pas t'attendre à faire la même chose et avoir des résultats différents. Je ne savais pas que c'était Albert Einstein qui avait dit ça. Donc, c'est une belle découverte que tu nous as fait faire là, Naomi. Donc, merci beaucoup pour tes mots sages et tes mots pas tenus. Bon, maintenant, on va passer donc à la dernière rubrique. La dernière. Je dis quelque chose. Je dis quelque chose à la citation avant qu'on ne travaille. Oh, d'accord. Oui, c'est clair. C'est clair, nous sommes d'accord sur la citation de Einstein, mais il n'a pas mis le facteur temps. Tu peux faire la même chose, mais les conditions, les lieux, le temps, tu fais la même chose, mais ça a des résultats différents en fonction du temps, en fonction des facteurs externes qui peuvent entourer la chose. Je me limite là. Ok. Non, c'est vrai que ça vient, ça donne à réfléchir. Oui, ça donne à réfléchir. Ça donne vraiment à réfléchir. Vraiment, tu es vraiment un invité de classe, Zenou, parce que vraiment, là, en plus de nous avoir éduqués sur beaucoup de choses, là, tu nous donnes aussi une matière à réfléchir par rapport à la citation de Einstein. Bon, malheureusement, on doit avancer pour clôturer l'émission avec la rubrique Wandayance, donc qui est un quiz, juste une question avec plusieurs réponses. La rubrique Wandayance. Wanda One. Wandayance. La rubrique. Donc, avant de partir, il faudra que vous me dites ceci. Qui était John Dee? John Dee. Et quel objet mystique possédait-il? Première option. Oui, je répète bien. C'est la rubrique Wandayance. Qui était John Dee et quel était l'objet mystique qu'il possédait? Bon, John Dee était amant de Marie-Antoinette et il avait un collier qui contient l'âme de cette dernière. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'était le couturier du roi de Suède, Carl XVI Gustave. Et il avait une cape de l'invisibilité.
dans la cape de l'invisibilité. Troisième option, c'était le conseiller politique de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, et il avait le miroir aux esprits. Quatrième option, c'était le voyant de Tunka Maneng, souverain de Ouagadougou, encore connu sous le nom de Empire du Ghana, et il avait une pièce d'or qui ramenait les morts à la vie. D'après vous, quelle est la réponse? On ne le connaît même pas. Attends, John dit là, c'est un nom anglais ou bien c'est... Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais Après, c'est tu peux toi pas qui nous poses donner la les question. Justement. Mais est-ce que dit c'est anglais? Il y a les John, Je les sais machins, pas. c'est pas forcément anglais, je ne sais pas. Soit les noms passent partout. Moi, je pense que le miroir aux fantômes, là, je crois que c'est un truc qui peut exister. Le miroir aux esprits. Oui, Donc, aux tu prends- esprits. Donc tu prends c'est la troisième option, que c'était Oui. le conseiller politique de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier. Et il avait le Oui. miroir aux esprits. Oui, je pense que ça peut tenir la route. Ça peut Ok, exister. toi Fiona, tu prends quoi? Je réfléchis. Moi aussi, je voulais prendre le troisième, mais comme elle a déjà fait et que c'est... Tu je peux vais aussi prendre de prendre, manière non? aléatoire. Faut qu'elle dise encore que nous sommes des tricheuses. Mais vous êtes tricheurs. Est-ce que c'est vous trichez? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sait que vous trichez? Tu prends quoi, Fiona? Donne ce que tu prends. Ah, je vais prendre le quatrième. Le voyant de Tunka Maneng. Et il avait une pièce d'or qui ramène les morts à la vie. C'est ça? Oui. Et toi, Zenou, toi, tu prends quelle option? Moi, ici, je procède par élimination. Le nom n'est pas d'abord africain. Donc, à l'époque du souverain africain, je ne crois pas qu'on pourrait avoir un nom comme ça. Mhm. Deuxièmement, John, c'est régulièrement un nom venant de l'Angleterre. Bon, je peux aussi croire que ça peut avoir avec les Anglais. Mhm. Voilà un peu, je me fous d'Angleterre. Donc, tu prends un conseiller politique de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, et il trois. avait le miroir aux esprits. Oui, moi, je peux prendre celui-là. Ok, bon, la réponse est ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Et vous avez raté pour Fiona. Non, Fiona a raté, mais vous deux, Naomi et Zenou, vous avez trouvé, c'est effectivement. Justement, c'était le 3. J'ai pas Donc, voulu il dire était le 3, conseiller politique de la reine d'Angleterre, dont Élisabeth Ier. Donc, ça, c'est le site de nationalgeographic.fr qui révèle cela en 2021. Donc, John Dee était un alchimiste, cartographe et mathématicien accompli. Je mets bien l'accent sur ça. Et il était aussi connu pour ses exploits occultes. Et donc, il possédait un miroir qui lui aurait servi à parler aux anges. Et ce miroir a été confectionné par les Aztèques du Mexique il y a près de 500 ans. Et aujourd'hui, le miroir est exposé au British Museum dans la branche dédiée aux Lumières. Je mets bien encore l'accent dessus, la branche dédiée aux Lumières. Donc, eux, ils peuvent pratiquer les choses occultes et ils sont toujours considérés comme des savants, comme des c'est scientifiques. bizarre. Mais si toi, l'Africain, par exemple, monsieur Zenou, comme lui, Comme fait, lui, comme il Zenou, fait la pratique ancestrale, on va dire non, que c'est un sorcier. Pourtant, C'est la sorcellerie. pourtant, il fait informatique et il fait management. Donc, en fait, c'était pour montrer en fait le contraste. Oui. entre comment les gens prennent Est-ce que vous- ce que nous on fait africain et comment eux ils prennent ce que eux ils font en tant que non-africains, si je peux me mettre ça comme ça. Voilà, donc c'était tout. en fait. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci, Champi. Ok, C'était vraiment intéressant. de rien. Bon, ceci marque donc la fin de cet épisode. Donc, merci à toi, Fiona, et à toi, Naomi, ainsi qu'à notre invité de Marc. Mais vraiment, je mets encore l'accent Un gros dessus de merci. Marc. Oui, Il nous a c'est vrai. enlevé Un gros les merci. à nuages Zenou. noirs du cerveau. Parce que là, vraiment, j'ai tellement de choses que j'ai comprises que je ne savais même pas. Donc, merci beaucoup, Zenou, de nous avoir partagé ton expertise sur les pratiques ancestrales. Et je voudrais aussi également donner un merci à l'équipe de la radio RCF Bruxelles de nous faire confiance. Et enfin, vous remercier, vous, les boss et les bossesses, de nous avoir écoutés. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Mais restez encore un court instant, s'il vous plaît. Si vous souhaitez en savoir plus sur la tradition bamileke, vous pouvez retrouver Monsieur Zenou Mutchezen sur ses différentes chaînes. Donc, sa chaîne YouTube s'appelle Zenoumen, épelé Z-E-N-U accent grave, espace M-E accent aigu, N. Vous pouvez aussi le retrouver sur sa page Facebook qui se nomme Zenou Production. Donc, ça s'écrit Z-E-N-U accent grave, espace P-R-O-D-U
Et enfin, vous pouvez aussi le retrouver sur son site web qui se dénomme kamerlook.com. Donc, ça s'appelle KAMERLOOP.com. Donc, ce sera tout, les boss et les bossesses.